Bonjour à toutes et à tous. Commence aujourd'hui, ici à l'Assemblée nationale, les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et en conséquence, je suis très heureux de céder immédiatement la parole à ma collègue, notre porte-parole nationale du Parti québécois, Mégane Perry-Melançon. Merci beaucoup, Pascal. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous m'avez entendu souvent parler de la question des féminicides. Je pense que c'est un des enjeux premiers liés à ce contexte-là des 12 jours d'action, notamment parce que ça va converger vers la tuerie de Polytechnique du 6 décembre. Alors, important d'en parler encore aujourd'hui des féminicides parce que c'est en montée au Québec en 2024 encore. On entend le témoignage de Sabrina, à Tout le monde en parle, dimanche, accompagnée de la journaliste Bénédicte Lebel sur la question du balado qui va sortir sur ce sujet-là. Il y a plusieurs survivantes, mais malheureusement aussi beaucoup de victimes. Et je souhaitais aujourd'hui déposer une motion. Le Parti québécois va déposer une motion sur la montée des féminicides et surtout comment on peut s'assurer de rapidement appliquer les mesures et les recommandations du rapport Rebâtir la confiance. C'est important de le faire. C'est important toute cette sensibilisation-là, notamment par des survivantes, par des journalistes, par les politiciens, par le père aussi. Dans un journal aujourd'hui, on entendait le père de Chloé Lauzon-Rivard qui prenait la parole aussi. Alors, tant qu'il n'y aura pas de réel progrès, pour moi, c'est important qu'on ne se tait pas sur cette question-là. Alors, le gouvernement doit en faire davantage. Puis, Mme Biron doit prendre la parole davantage sur cette question-là aussi. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui avec le renforcement des mesures de la lutte contre les violences conjugales. Merci. On peut toujours en faire plus. On voit les chiffres cette année encore. On parle de 21 cas, 24 présumés, 21 confirmés. C'est beaucoup trop. Et on a fait plusieurs demandes. On a demandé l'application de toutes les recommandations du rapport, évidemment, avec un budget conséquent. On demande aussi à modifier la loi sur les normes du travail pour y prévoir 10 jours de congé pour toutes les violences, pour toutes les victimes de violences conjugales. Et il y a toutes sortes d'enjeux, mais je suis contente que vous posiez la question, en fait, sur les cellules des crises dans toutes les régions, les interventions qui sont encore en silo. Il faut s'assurer d'avoir des mesures de protection. Ce qu'on nous demandait, excusez, je vais prendre mon souffle. Ce qu'on nous demandait, en fait, il y a des femmes, encore aujourd'hui, en fait, dans leur foyer, qui se demandent quel sera le moyen de s'échapper et quel sera le bon moment. Et là-dessus, il y a plusieurs victimes qui ont demandé d'avoir un outil d'intervention rapide, dont les textos directement aux policiers. Ça fait partie des mesures qui pourraient être implantées plus rapidement. Donc, il y a déjà des avancées de fait depuis ce rapport-là, mais ça ne va pas assez vite et on peut en faire plus, oui. Comment on peut mesurer les progrès? C'est ce tant qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas de progrès, mais comment les mesurer, à part le nombre de féminicides, mais ça peut varier d'une année à l'autre. Bien, moi, je demande depuis le début de l'automne qu'on ait un état de situation de la part du gouvernement, où on en est avec l'application des recommandations. On va encore déposer une question au feuilleton à ce sujet-là parce qu'on n'a pas un portrait précis de ce qui a été fait. J'ai encore vu là, la ministre, dans un tweet, dire que bon, il y a une stratégie de lutte, un certain montant, 42 millions. C'est toutes des belles intentions. Je veux dire, c'est pas un manque de volonté. Je pense que tout le monde se sent très concerné par l'enjeu. C'est une lutte collective et c'est ce qu'on veut rappeler aujourd'hui, en fait. C'est une lutte collective qu'on a entamée depuis déjà quelques années. Mais je pense qu'il ne faut pas ralentir la cadence parce que le chiffre démontre encore qu'en 2024, cette augmentation-là est bien réelle. Alors, on se pose toutes ces questions-là, je pense, dans la société. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on surveille suffisamment les hommes violents qui sont des récidivistes? Moi, j'ai lu toutes sortes de cas cet automne où on ne parlait pas de nouveaux cas d'hommes violents. C'est des gens qui sont connus du système judiciaire. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne les a pas plus à l'œil? Qu'est-ce qui peut être fait? Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs façons d'intervenir rapidement, de mettre les experts en concertation davantage, que l'information circule mieux. C'est des choses qu'on demande depuis déjà longtemps et on s'attend. Cette augmentation? Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation? Il y a plusieurs... Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation-là? En pandémie, on disait que c'était parce que les femmes étaient prises à la maison.
Là, on a déconfiné, puis on est encore devant un contexte de violence conjugale majeur. Je voyais que les chiffres de l'ONU sont sensiblement les mêmes, dans le sens qu'au Canada ou ailleurs dans le monde, on a un problème de hausse de la violence, violence de toutes les formes. Là, on parle aujourd'hui de la violence conjugale, mais il y a plusieurs moyens, puis je peux continuer à en parler, mais le contrôle coercitif qui n'est pas encore reconnu dans le code criminel est un exemple. On est en train de régler ça au fédéral. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Les maisons d'hébergement qui sont en surcapacité, ça veut dire que celles qui prennent tout leur courage pour sortir de la maison ne seront pas nécessairement prises en charge à ce moment-là précisément par les maisons d'hébergement qui croulent sous les demandes. Alors, il y a beaucoup d'exemples bien précis. C'est 190 recommandations, le rapport qui a été produit en 2020. Alors, 2020, on est 4 ans plus tard. Je pense qu'on est dû pour un état de situation. Les tarifs douaniers de 25 % imposés par les États-Unis aux exportations canadiennes et québécoises, quelles seraient les conséquences de ça, vous croyez? Bon, d'abord, attention, ils ne sont pas encore imposés. C'est la future administration des États-Unis d'Amérique ou le futur président qui n'est pas encore investi, qui annonce son intention de procéder de telle façon, donc avec des tarifs de 25 %. C'est très important de réagir avec calme à ce genre d'annonce, de planifier, d'être prêt à toute éventualité et de comprendre quels sont les enjeux qui sont sur la table. Et dans ce gazouillis d'hier, le président identifie 2 enjeux. Il y a un enjeu de commerce international et il y a un enjeu de contrôle des frontières. Il le dit clairement. Compte tenu de l'un, les frontières, il pourrait se passer l'autre, politique commerciale, imposition de tarifs. Donc, c'est très important qu'on s'attarde à ces 2 questions-là, notamment celle du contrôle des frontières. Que ce soit du côté démocrate, que ce soit du côté républicain, ça fait longtemps que du côté des États-Unis d'Amérique, il y a des préoccupations sur la façon dont le Canada gère ses frontières. Et c'est nous-mêmes, au Parti québécois, ce que nous avons dit depuis longtemps. On parle d'un laxisme. Et ça, c'est démocrates et républicains qui le disent. Là, le gouvernement canadien, à la dernière minute, semble revoir sa stratégie. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé depuis 2015... ça a généré des préoccupations, ça a généré des inquiétudes du côté américain. Vous savez, gérer nos frontières à coups de gazouillis, ce n'est pas exactement rassurant pour nos partenaires commerciaux comme les États-Unis. Donc, il faut discuter avec les alliés objectifs du Québec aux États-Unis, les gens d'affaires, avec les chambres de commerce, pour parler de la question commerciale, mais aussi de cette question-là, donc, du contrôle des frontières. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est le laxisme dans le sens inverse, c'est-à-dire des migrants qui traversaient de façon irrégulière au Canada à partir des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-ci pour empêcher que le flux est dans le sens inverse? Non, le laxisme, c'est l'ensemble. C'est une vision du contrôle des frontières. On a parlé, nous, au Parti québécois, notamment de la question des passeurs. Donc, il y a des passeurs pour des êtres humains, il y a des passeurs aussi pour des biens, pour de la contrebande. Et ça préoccupe notre principal voisin au sud qui dit ce qu'on veut, c'est voir une gestion des frontières qui est beaucoup plus adéquate, notamment sur la question des visas, sur la question du temps de traitement des demandes, mais aussi sur la question, donc, des passeurs. Alors, c'est important de s'attarder à cette question-là avec calme et de discuter aussi de la question commerciale avec calme, parce que, bien sûr, c'est une partie importante des exportations des entreprises québécoises qui vont vers les États-Unis. Ça, on aura beau faire, ça va toujours être ça. C'est notre principal partenaire commercial. C'est à la fois un privilège, mais c'est à la fois aussi, il y a une complexité quand on a un voisin de cette ampleur-là, qui est la principale aussi, qui est une puissance économique mondiale. Bien, il faut s'attarder aussi à ces questions-là. Et là, bien, planification, diplomatie forte auprès de nos partenaires. C'est ça, vous pensez que de s'attaquer à la question de l'immigration, ça va résoudre l'aspect des questions de tarifs? C'est une question de contrôle des frontières et regardez bien le gazouillis d'hier et ce n'est pas nouveau. Bien avant l'élection du président Trump, ou du ancien et futur président Trump, des élus républicains et des élus démocrates exprimaient ces préoccupations. Donc là, elles reviennent dans l'actualité. C'est une question,
c'est la future administration américaine qui identifie cet enjeu-là et qui le lie aux enjeux commerciaux. Donc là, il y a deux questions. Il faut s'attaquer à ces deux questions-là. Il faut gérer. Donc, vous accusez le gouvernement du Canada de laxisme aux frontières, c'est ça? Mais oui, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Lisez le document qu'on a produit il y a quelques semaines sur les questions d'immigration. On l'identifie, cette gestion laxiste des frontières qui était liée à une idéologie puis à une façon de voir les choses. Ça fait longtemps qu'on le dénonce. Ce n'est pas nouveau. Nous, on le dit. Et aujourd'hui, c'est un des points importants sur lesquels se concentre la future administration Trump. Le Canada puis le Québec a sa part de responsabilité dans la décision qui a été annoncée hier par M. Trump. Il faut se regarder le nombril, parce que c'est un peu ça que vous dites. Ici, ce n'est pas une question là, d'identifier là, qui... Bien, en fait, oui, la question est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Une gestion plus rigoureuse des frontières va permettre d'aborder aussi la question commerciale de front avec les États-Unis, et c'est ce qui nous est annoncé aujourd'hui. Donc, on a 2 mois. On a 2 mois devant nous. Resserrer les politiques de visa, c'est pas ça qui va faire une différence en 2 mois. Donc, qu'est-ce qui permettrait de résoudre ce conflit-là, selon vous? Ce serait, par exemple, de mettre la GRC à la frontière pour empêcher les passeurs? Augmenter les effectifs à la frontière? S'asseoir avec nos partenaires. Bon, d'abord, c'est une question... J'aimerais vous dire que le Québec peut gérer ça lui-même. Ce n'est pas le cas. On le redit aussi régulièrement. Le Québec n'est pas un État indépendant, donc il y a une partie des outils qui n'est pas dans ses mains, qui est dans les mains du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral a géré les frontières de cette façon-là au fil des dernières années. Donc là, on est pris avec cet héritage-là. Maintenant, il faut parler avec les acteurs ailleurs au Canada, les autres provinces, avec le gouvernement fédéral. Il faut s'asseoir avec nos alliés objectifs, les chambres de commerce, les gens d'affaires, les gouverneurs des États aussi, qui sont ceux avec lesquels on a le plus de relations, pour gérer ces deux items-là. Et oui, il y a des choses qu'on peut faire. Et voyez là, les annonces récentes du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est en train de faire un virage à 180 degrés. Et il rejoint, étrangement, quelle coïncidence, plusieurs des éléments sur lesquels le Parti québécois s'est prononcé, notamment dans notre document qu'on a publié. Que vous croyez que... Quelques semaines. Parce que c'est du chantage jusqu'à un certain point, là, parce que dans sa déclaration, M. Trump dit notamment que ces tarifs-là de 25 % vont continuer à être appliqués tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de drogue et le problème à la frontière. Donc, à quelque part, est-ce que en imposant ou en jouant justement des muscles, là, en disant 25 % de tarifs douaniers, est-ce qu'il ne vient pas un peu forcer Justin Trudeau à refermer les frontières? Ces tarifs de 25 % ne sont pas encore en vigueur, ne sont pas encore effectifs. Le président Trump n'est même pas encore... Il dit qu'il va le faire en signant. Le président Trump n'est pas encore en fonction, donc il faut prendre ça avec calme, avec diplomatie, il faut planifier. Maintenant, je ne vous apprends rien sur les stratégies de négociation du président Trump. Il en a très souvent lui-même parlé dans ses livres. Il en a parlé quand il était président. Il a continué à en parler. C'est quelqu'un qui négocie en mettant des positions fortes sur la table, puis ensuite on s'assoit et on discute. Donc, il annonce ça et il annonce ses couleurs. Il dit il y a là-dedans une question de gestion des frontières et il y a là-dedans une question commerciale. À nous, maintenant, de travailler sur ces deux questions-là. Gestion des frontières, ça veut dire quoi, concrètement, gestion des frontières? On ne parle pas de visa, comme on disait tout à l'heure. On parle donc de coercition, on parle de policiers davantage aux frontières. C'est un ensemble de mesures. D'abord, c'est quelle politique publique et quelle vision par le Canada de ses propres frontières. Nous, on a dénoncé un laxisme et une vision où le premier ministre du Canada envoie un gazouillis sur l'ensemble de la planète puis venir dire « Venez chez nous ». La question des visas, aujourd'hui, tout le monde le dit. Nous étions les seuls à le mentionner il y a quelques mois encore. Aujourd'hui, tout le monde le dit « Ouais, là, on a un resserrement à faire sur la façon dont on donne les visas, sur les contrôles préliminaires à la frontière, aux aéroports. » Pendant des mois, le gouvernement fédéral a non seulement toléré, mais il a donné des incitatifs, a pratiquement institutionnalisé des voies d'entrée, comme le chemin Roxham, qui ne sont pas les voies d'entrée normales. C'est ça la vision des frontières qu'on a eue pendant longtemps
Et c'est ça qui a préoccupé nos partenaires commerciaux et notre partenaire américain à côté qui l'énonce depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Les républicains et les démocrates l'ont déjà mentionné. Pour reprendre un peu la question, là, en fait, ce que vous dites, c'est les problèmes qui sont montrés du doigt sont réels. C'est légitime de pointer vers ça. Mais est-ce que la tactique qui est employée, qui est essentiellement du chantage, les menaces de mettre le Canada en récession si le Canada ne resserre pas le contrôle aux frontières, est-ce que la tactique est légitime? Bon, le président Trump annonce son jeu, et je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas nouveau. Il a souvent dit lui-même que c'est la façon dont il négocie. Prenons-en bonne note. Relisons ses bouquins, revoyons ses déclarations. C'est sa façon de négocier. Maintenant, nous, comment réagit-on? Il faut s'attarder, travailler avec nos partenaires, travailler ici au Québec avec nos partenaires, mobiliser les intervenants aussi, s'assurer qu'on a les bons joueurs aussi dans la diplomatie québécoise, parce que là, il va y avoir une période complexe qui va s'ouvrir. Puis ensuite, considérons toutes nos options. Vous me demandez, est-ce que c'est correct? Si vous me demandez juridiquement, si vous faites appel à l'avocat de droit international en moi, je vais vous dire, ben non, ça ne marche pas, là. La règle basée sur le GATT, qui est intégré à l'OMC puis à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, c'est de dire qu'une fois que des tarifs sont baissés, pour les élever de nouveau, il faut une justification raisonnable. Bien sûr que ce que le président Trump est en train de faire, il y a de très bonnes chances qu'en déposant des plaintes à la fois en vertu de l'ACEUM, à la fois en vertu de l'OMC, il y a des bonnes chances qu'on ait de gain de cause. Mais cette voie-là aussi, elle est complexe parce qu'elle prend du temps, puis même une fois que tu as gain de cause, ça redevient une question politique. D'ailleurs, à l'OMC, tu peux avoir une décision dans 1 an en disant qu'il n'y a pas le droit de faire ça parce qu'il n'y a pas eu de preuve qu'il y avait du dumping, qu'il y avait des subventions illégales, etc. Mais là, les États-Unis iraient en appel. L'instance d'appel de l'OMC est actuellement bloquée en raison du refus par les États-Unis d'accepter la nomination des juges d'appel. Donc, c'est une voie qui va être difficile. Donc, si vous me demandez si c'est légitime juridiquement, le Canada aurait probablement une très bonne cause devant les instances. Même chose pour l'ACEUM. Mais là, une fois que tu as une décision qui prend du temps, ça redevient une question politique d'application ou non des décisions qui sont rendues. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Québec, concrètement, pour l'industrie ici? Pour l'instant, d'abord, ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas en vigueur, ces tarifs-là. Des négociations, de la diplomatie, des représentations, c'est ça, la période qui commence. Et nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on appelle notre gouvernement à être très proactif, là. C'est pas le temps de dire « Oh, le président Trump vient d'être élu, puis qu'est-ce qu'on va faire? » Puis surprise. Donc, s'assurer qu'on a les meilleurs outils diplomatiques dans nos délégations aux États-Unis, qu'on a les bonnes personnes à la bonne place, mobiliser les gens d'affaires, nos chambres de commerce, les associations commerciales qui ont des liens, parce que les impacts sont immenses. 75 % en gros de nos exportations aux États-Unis, c'est immense. Mais c'est la même chose de l'autre côté de la frontière. Les entreprises, des tarifs. Si on impose des tarifs aux produits canadiens, ça se traduit presque automatiquement en des augmentations de prix. Des augmentations de prix, ça peut créer de l'inflation aux États-Unis et on sait à quel point c'est important pour les électeurs et les électrices là-bas. Donc, on a des alliés objectifs du côté du monde des affaires, des chambres de commerce, des gouverneurs des États concernés. Et là, c'est le temps de mettre ça en action. Ça prend une stratégie très proactive de mobilisation ici des gens politiques et économiques pour faire la même chose avec nos alliés objectifs politiques et économiques du côté américain. Attendez à quoi, rapidement, du rapport du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels qui doit être déposé aujourd'hui? Bon. Vos outils là-dedans? Bon, vous savez que ma première réponse, c'est de dire que la solution aux problèmes constitutionnels puis aux problèmes du Canada puis leurs impacts quotidiens pour les Québécois, c'est l'indépendance du Québec. Alors là, on va voir ce que le groupe de travail va nous dire. Nous, on a dénoncé dès le départ que son mandat était très restreint. On a dit, voici ce sur quoi vous allez vous prononcer. On va le lire avec beaucoup d'attention. Mais peu importe ce à quoi ils vont arriver, ça va toujours être limité, être contraint par le contexte constitutionnel canadien. Ça va être encore que le Québec, c'est une entité minoritaire à l'intérieur d'un pays où on a un cinquième des votes et où on n'est pas capable d'avoir tous nos impôts pour prendre nos décisions en fonction de nos intérêts, puis qu'on n'est pas contraint par la Constitution canadienne. Je vais faire partie du Canada dans les négociations. Je veux juste faire une déclaration là-dessus. Pensez-vous que ça s'en va sur une tablette, ce rapport-là? Bien, c'est parce qu'on va le lire. Hein? On ne sait pas encore ce qu'il indique, ce rapport-là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu encore. Mais
la coalition Avenir Québec a été élue sur son programme là, du nouveau nationalisme québécois puis des gros gains. Souvenez-vous, là, c'est un programme, puis il y a un beau tableau en plus. Vous pouvez même l'utiliser pour cocher. Il y avait quoi? 16 points fondamentaux pour l'avenir du Québec. Il n'y en a aucun à cocher. C'est zéro. Ça ne fonctionne pas, cette troisième voie-là. Et à chaque fois qu'on pose la question de manière claire à ce gouvernement-là, il n'est pas capable de nous dire c'est quoi les gros gains, puis il n'est pas capable de nous dire comment on va avancer pour affirmer le Québec à l'intérieur du carcan fédéral. Donc, ce rapport-là, j'ai hâte de le lire, mais je ne vois pas ce qui va conclure de différent. J'ai l'impression qu'un Québec pays serait affaibli dans des négociations comme celles dans lesquelles on s'engage avec l'administration Trump, parce que là, on peut faire valoir une contribution assez importante à l'économie américaine, là, plus de 400 milliards de dollars, je crois, en exportation par année. Le Québec ne pourrait pas faire valoir, n'aurait pas un rapport de force aussi grand. D'abord, en commerce international, il y a plusieurs études, puis d'abord, des pays comparables à un Québec indépendant, comme par exemple les pays scandinaves, nous démontrent à quel point cette taille d'économie-là donne une cohérence à la politique commerciale internationale, et ce sont des pays parmi ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu en commerce international, démontré statistiquement. Donc, nous, on dit, au contraire, le Québec serait beaucoup mieux placé pour avoir une politique très cohérente face à ce qui s'en vient, protéger ses intérêts. Moi, maintenant, qu'on vient de me dire, avec l'historique qu'on a, notamment en commerce international, puisque le Canada décide de protéger, puis là, où il décide d'agir avec le plus d'énergie, est-ce que vraiment c'est dans notre intérêt quand vient le temps de discuter, par exemple, des forêts, du bois d'œuvre, de l'aluminium, de la gestion de l'offre? Est-ce que vraiment on y trouve notre compte, même en commerce international, en faisant partie du Canada? Moi, je vous dis que la question se pose, puis que la réponse est probablement non, et qu'on serait mieux de défendre nous-mêmes nos intérêts à l'échelle internationale. On va passer en anglais. On the threat of tariffs, I understand that you say this isn't happening for sure. It might be a little too soon to panic, but there will be a negotiation at a certain point. Do you trust the Legault government to make sure that the federal government protects the province's interests? Well, first of all, our government is bound by what Canada will determine as a strategy. Because we're part of Canada, and as I was saying earlier, unfortunately, sometimes it's not in our best interests. Insofar as there is room for Legault to have a strategy, he should be thinking very carefully, he should be prepared. He should be thinking, do we have the right persons at the right place for our diplomacy now in the United States? He should be reaching out to the business community, to our Chamber of Commerce. He should be partnering, of course, with other premiers throughout Canada to reach out in the United States to the business community, to objective allies of our position, because higher tariffs is not only a threat and a concern for our economy, it is also the case south of the border. So we must consider this with calm, because President Trump is not in office yet. He's announcing things. It's time for us now to prepare, to plan, and to make sure we have the right strategy. Was the Premier too quick in speaking out against this yesterday? What do you make of his strategy when it comes to this so far? So what we expect from our government is this, showing that we have a plan, that we are prepared, that we will be proactive. And have we seen that yet? Well, not really. We shouldn't be surprised by what's happening. President Trump has put forward on the table two concerns that are intertwined, that are linked: control of the borders and international commerce. So we shouldn't be surprised, because Democrats and Republicans had been expressing concerns about these two. So we should be facing that with calm, with a plan, and making sure that we proceed step by step to protect Quebec's commercial interests. And just quickly, Madame Perry-Melançon, on violence against women, what more do you think the government could be doing to prevent femicides, to prevent violence from continuing? Well, what we see today is that domestic violence is still a very big issue here in Quebec. The amount of feminicides has increased from last year.
And we were on all tribunes to ask for more actions of our government. There's a report of 190 recommendations that we ask to be applied. And that's what we're doing today with our motion to ask the government to do more and to be sensitive, to talk more about it in public, because I haven't heard anything from Ms. Biron about this subject in the last couple months. We heard an interview last Sunday at Tout le monde en parle of Sabrina and a journalist. It was very, very touching. I was very concerned about how those women are trying to escape from their house. They don't have the tools to do it, and I think we are asking for more about from the government. So yeah. What makes this such an urgent issue now? Because we see that it's increasing still, even though we have put some recommendation in place from the report. We have to work until all the recommendations are put in place. So we're going to continue to do so until then. Thank you.